Commencer. Alors, vous pouvez, Monsieur le Président, commencer quand vous voulez. Je suis prêt à commencer. Je peux y aller? Très bien, oui, allez-y. Très bien, merci. C'est le matin ici aux États-Unis. Et donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire Roseworth sur le Caucase du Sud et un accueil chaleureux à nos 4 intervenants. Il s'agit de notre première réunion en ligne après la conclusion réussie de notre, qui est également en ligne, de notre 66e session annuelle. Et donc, c'est un plaisir d'être de retour avec vous pour ma première réunion en tant que président. Cette réunion est l'occasion pour moi de démontrer l'engagement continu du Congrès américain en faveur du programme Roseworth, une initiative bipartisane conçue par feu le représentant Charlie Rose et le sénateur Bill Roth du Delaware, comme un moyen de soutenir la transition démocratique et la stabilité dans le voisinage de l'OTAN. Les objectifs de l'initiative Roseworth restent pleinement valables et importants pour notre Assemblée aujourd'hui. J'ai l'intention de faire de l'engagement vers les valeurs démocratiques une priorité essentielle de ma présidence. En tant que membre de l'Alliance, nous devons nous consacrer à nouveau à ces valeurs communes. Oui, nous consacrer à nouveau à ces valeurs communes. Cela rendra l'OTAN plus forte en interne et en externe, cela rendra notre action plus crédible et plus puissante dans nos relations avec nos partenaires. Il faut présenter une alternative crédible au modèle russe de Vladimir Poutine. Et cette solution de rechange doit être une solution d'engagement robuste envers les valeurs libérales et démocratiques. Les partenariats de l'OTAN et la politique de la porte ouverte ont contribué à accroître la stabilité dans notre voisinage. Cependant, de nombreux défis demeurent, parmi lesquels, en premier lieu, l'agression continue et l'occupation illégale de certaines parties des territoires souverains de l'Ukraine et de la Géorgie par la Russie et de la Moldavie également. Ces actions pour empêcher ces pays et d'autres de décider librement de leur avenir et son contrôle permanent sur d'autres parties de la région sous couvert de maintien de la paix. Tous ces thèmes et défis sont pertinents pour nos discussions d'aujourd'hui qui se concentreront sur la situation dans les 3 pays du Caucase du Sud, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En tant que coprésident du groupe parlementaire du Congrès sur la Géorgie, j'ai suivi de près l'évolution de la situation à Tbilissi l'année dernière, en partie avec inquiétude et en partie avec espoir. La Géorgie vient de terminer d'importantes élections législatives, considérées par beaucoup comme un test de la maturité politique du pays. Comme vous le savez, une délégation de l'APO, conduite par le vice-président sortant Osman Bak, de la Turquie, a observé le premier tour de ces élections le 31 octobre. Son évaluation était mitigée. Elle a salué un processus généralement libre et bien géré, tout en soulignant un certain nombre de lacunes qui doivent être corrigées. Les élections ont ouvert une grave crise politique, l'opposition refusant de siéger au nouveau Parlement. Surmonter cette impasse politique est crucial pour l'avenir démocratique de la Géorgie et pour son intégration euro-atlantique. Et cela ne peut être réalisé qu'en créant les conditions du dialogue et de la confiance entre la majorité et l'opposition. J'ai hâte d'entendre l'évaluation de nos orateurs sur la voie à suivre. En ce qui concerne l'Arménie et l'Azerbaïdjan, beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier webinaire que nous avons organisé sur la crise au Haut-Karabakh en octobre. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont engagés dans une guerre meurtrière de 6 semaines qui a coûté la vie à des milliers de personnes des 2 côtés. On a déplacé beaucoup d'autres et causé des destructions graves et durables. L'accord de cessez-le-feu négocié par le président russe Vladimir Poutine le 10 novembre a mis fin à la violence pour l'instant, mais laisse de nombreuses questions sans réponse. Il permet également le déploiement de soi-disant soldats de la paix russes, ce qui donnera à la Russie un levier supplémentaire dans ses relations avec les 2 pays. Même si ni l'OTAN ni l'Assemblée n'ont un rôle direct dans la résolution du conflit du Haut-Karabakh, ces récents développements devraient évidemment préoccuper notre Assemblée. Les combats ont cessé pour l'instant, mais maintenant doit venir un temps de désescalade et de comportement et de rhétorique responsable. En fin de compte, la région a besoin d'une solution à long terme sous les auspices du groupe de Minsk pour enfin apporter une paix et une stabilité durable à tous ses habitants.
Là encore, j'ai hâte d'entendre nos conférenciers. Nous avons le privilège d'avoir avec nous 3 experts renommés et expérimentés de la région. Amanda Paul, analyste principale de politique au European Policy Center. Dennis Sammet, directeur de Links Europe et contributeur fréquent à nos séminaires Rose Roth. Et enfin, Neil Melvin, directeur des études de sécurité internationale au RUSI à Londres. Alors, Amanda animera d'abord une discussion avec M. Samut et M. Melvin. Nous ouvrirons ensuite le débat pour tenir une discussion générale. Mais avant de donner la parole à Amanda, je voudrais souhaiter la bienvenue et vous présenter l'ambassadeur Philip Brandt, chef de la mission suisse auprès de l'OTAN. Excellence, cela me donne l'occasion de vous remercier et à travers vous, le gouvernement suisse, pour votre soutien continu à l'initiative Rose Roth. Ambassadeur Brandt, bienvenue. Vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Chers collègues, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, à titre de président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci de m'avoir invité à vous adresser la parole pour présenter le séminaire Rose Roth d'aujourd'hui sur la situation dans le Caucase du Sud. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos conférenciers, M. Dennis Sammet, le directeur de Links Europe, et M. Neil Melvin, le directeur des études de sécurité internationale au RUSI, à l'Institut RUSI à Londres, ainsi que notre modératrice, Mme Amanda Paul. Monsieur le Président, chers collègues, la Suisse a toujours soutenu activement le programme Rose Roth, parce que c'est une plateforme unique de dialogue qui permet de renforcer la coopération entre les différents parlements des États membres et des États partenaires de l'OTAN, ainsi que c'est un séminaire utile également pour la promotion de nos valeurs démocratiques et leur réflexion sur le secteur de la sécurité. Et donc, l'établissement du Centre de Genève pour la gouvernance de sécurité, le DECAF, en 2000 montre bien l'engagement de la Suisse dans ce domaine. Dès le départ, le DECAF a appuyé le programme Rose Roth et nous sommes reconnaissants de ce partenariat que nous avons établi. Monsieur le Président, chers collègues, le débat d'aujourd'hui portera sur une région qui est confrontée à des tensions depuis de nombreuses décennies et qui a encore subi un conflit récemment. La Suisse demande constamment la fin de la violence et l'application du droit humanitaire international. À la mi-octobre, nous avons affecté 1 million de francs suisses pour des opérations humanitaires au Comité international de la Croix-Rouge dans la région. Et nous avons salué le cessez-le-feu négocié par la Russie qui tient toujours et nous espérons que les deux parties au conflit vont pouvoir parvenir à une solution à long terme qui soit durable. Mais avant de donner la parole à nos 2 experts d'aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots sur l'engagement de la Suisse dans le Caucase du Sud. D'abord, la sécurité des pays européens est étroitement liée. L'instabilité dans une région a des répercussions pour le reste de l'Europe. Et donc, il faut prioritairement trouver des solutions pacifiques à ces conflits et relever ces défis stratégiques ensemble. Par conséquent, la Suisse appuie les efforts en cours de la communauté internationale pour en arriver à la paix et à la stabilité au Caucase du Sud. Ces efforts comprennent par exemple les efforts de l'OSCE ainsi que ceux de l'OTAN. À cet égard, la Suisse a appuyé différents fonds d'affectation spéciale de l'OTAN pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le domaine également de la destruction des armes légères de petit calibre et des munitions, ainsi que différents projets de réforme du secteur de la sécurité en Géorgie. Mon pays participe également aux efforts dans la région par l'entremise de ces programmes de coopération internationale au Caucase du Sud. À cet égard, l'Agence suisse de développement et de coopération a concentré ses efforts sur un développement économique inclusif et durable et a appuyé la promotion des institutions démocratiques, en particulier par l'entremise du renforcement des capacités au niveau administratif local. Dans nos futurs efforts, nous allons également nous concentrer sur le renforcement de la résilience et les conséquences du changement climatique. Monsieur le Président, chers collègues, j'espère que notre échange d'aujourd'hui va pouvoir contribuer à une meilleure compréhension des
défis auxquels nous sommes confrontés au Caucase du Sud, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. Je nous souhaite à tous un excellent webinaire, fructueux et productif. Merci de votre attention. Je vous redonne la parole, Monsieur le Président. Merci, Excellence, encore une fois. Merci au gouvernement suisse également pour votre soutien, votre assistance pour le séminaire Rose Roth. Nous en sommes très reconnaissants. Je voudrais me tourner maintenant vers Amanda Paul pour gérer la prochaine partie de notre réunion. Amanda est analyste principale de politique dans le cadre du programme L'Europe dans le monde au European Policy Center. Elle possède une expertise bien établie sur les questions liées à la politique étrangère et intérieure turque, à l'Ukraine, à la sécurité et à la résolution des conflits dans la région de la mer Noire, à la politique étrangère russe dans l'ancien espace soviétique et à la politique étrangère de l'Union européenne dans son voisinage oriental. Amanda, s'il vous plaît, vous avez la parole. Amanda, si vous pouviez demander la parole, comme ça vous pourrez apparaître à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier infiniment de m'avoir invité à animer cette partie du séminaire. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer cette séance de questions-réponses. Je pense que nous avons environ une trentaine de minutes et on a beaucoup de choses beaucoup de terrain à couvrir. Alors, Denis, si vous pouviez d'abord nous brosser un tableau de la situation dans ces États, à la suite des événements au Karabakh d'abord, et également à la suite des élections en Géorgie qui ont plongé le pays dans une crise. Alors, Denis a demandé la parole. Je vais le faire apparaître à l'écran. Denis, nous ne vous entendons pas. Vous devez activer votre micro. Vous m'entendez maintenant? Oui. Merci. Je suis ravi de faire partie des conférenciers à ce webinaire. J'ai participé dans des activités, dans certains séminaires de ce programme, mais je suis ravi qu'on ait pu trouver une façon de réaliser cette activité malgré les circonstances. Et effectivement, au Caucase du Sud, ça a été une année très difficile. 2020 est peut-être l'année la plus difficile pour la région depuis le début des années 90. Et donc, également, les retombées économiques de la pandémie s'ajoutent aux autres difficultés économiques entraînées par qui avait commencé en fait avant la pandémie. Et donc, évidemment, par-dessus le marché, au cours des dernières semaines, il y a eu la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Karabakh. Alors, la pandémie est arrivée à un temps très délicat pour les deux pays parce que pour la Géorgie, en 2020, c'était une année électorale et donc nous avons constaté au cours de la dernière année que la pandémie et la politique étaient plus ou moins fusionnées. Donc, la Géorgie a pu traiter la première vague de la pandémie de façon assez réussie en imposant un confinement assez strict, mais cela a eu des répercussions économiques très importantes, en particulier sur le secteur touristique qui est très important pour la Géorgie. Et donc, la Géorgie a dû rouvrir son économie et donc, par conséquent, résultat, la pandémie maintenant frappe encore plus durement. Et au milieu de cette pandémie, il y a également une campagne électorale. Et donc, ça a été une campagne électorale assez dure où on a vu les deux grands rivaux de la politique géorgienne, donc les deux grands partis, Mikhail Saakashvili, son mouvement national, qui ont mené une campagne assez difficile. Ces deux hommes donc, continuent d'être les deux grands de la politique géorgienne. À eux deux, ils ont recueilli 70% des voix, même s'il y a de nombreux autres partis qui vont faire partie du Parlement. Il y a 8 partis dans l'opposition, ou 8 partis ont été élus au Parlement, mais le vote montre bien la polarisation entre les deux grandes personnalités, qui est toujours très élevée. Alors, ce qui s'est produit après le 31 octobre, c'est que
alors que les observateurs internationaux ont fait une évaluation générale relativement positive des résultats électoraux, l'opposition a précisé que le vote était truqué, ils n'ont pas participé au deuxième tour des élections et l'opposition refuse de siéger au Parlement. Je dois dire que les observateurs à l'interne, les observateurs nationaux, ont également ont été beaucoup plus critiques du processus électoral que les observateurs internationaux. Mais donc, on est pris maintenant avec les conclusions des grandes organisations internationales et la recommandation des parlementaires de l'opposition pour l'Occident, pour l'OTAN, on estime que dans l'intérêt du pays, il faut trouver une sortie de cette impasse parce que la Géorgie a besoin d'un Parlement fort, d'une opposition qui soit forte, mais également elle a besoin d'institutions qui sont fortes pour relever les défis importants qui vont se présenter au cours des prochains mois, parce que la Géorgie est confrontée à des difficultés économiques très importantes et elle est également confrontée à des mesures de provocation russe. On pourra peut-être évoquer ce sujet plus tard. L'Azerbaïdjan, maintenant, au début de l'année, s'est retrouvé au milieu d'un processus de réforme assez important. Il y a eu un roulement. Certaines personnes qui avaient des positions bien tranchées depuis longtemps ont été remplacées. Donc, il y a eu une certaine ouverture à une nouvelle génération plus professionnelle. Certaines personnes ont occupé des postes clés au gouvernement et on a mis également l'accent sur la nécessité d'apporter des réformes dans l'économie, en particulier le rôle du secteur non pétrolier dans l'économie parce que les cours du pétrole avaient beaucoup diminué, donc ça avait des répercussions sur le budget. Alors, la pandémie a un peu mis de côté ces autres problématiques, mais tout de même, le gouvernement a consolidé ses investissements dans des entreprises pétrolières qui devaient jouer un rôle important dans la transformation de l'économie. Et donc, à mon avis, c'était une mesure très positive, mais d'autres disent que les réformes vont trop lentement et qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Alors, je vais parler de la guerre dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord évoquer l'Arménie. Le gouvernement, au début de l'année, était en train de consolider ses positions et avait annoncé un référendum sur les réformes judiciaires en avril. La pandémie a beaucoup frappé durement l'Arménie, beaucoup plus durement l'Arménie au cours de la première vague que la Géorgie, par exemple. Et donc, le système de santé était très éprouvé. Et donc, la conversation est plutôt allée dans d'autres directions. Pachinian, bon, il est important il est important de se rappeler que Pachinian a l'appui de la base, mais les élites politiques à Erevan le détestent, en fait. Donc, même avant la pandémie, même avant la guerre, il était dans une position difficile. Et donc, au cours des dernières semaines, évidemment, les choses ont évolué de façon dramatique avec la guerre qui a commencé le 27 septembre, qui a duré 44 jours et qui a entraîné des pertes de vie. Entre 5 et 8 000 personnes ont perdu la vie. Ce sont des estimations parce que nous n'avons pas de chiffres très précis pour l'instant. Mais l'Azerbaïdjan a gagné la guerre de façon décisive et il l'a fait parce qu'il a combattu une guerre moderne avec des armes modernes. L'Azerbaïdjan avait investi des milliards dans des armements au cours des dernières années et avait renouvelé, mis à niveau toute sa structure, par exemple, de commandement et de commandement de contrôle. L'Arménie, en 2020, se battait avec les tactiques des années 90. Et donc, dès le début, il était clair qu'elle n'avait aucune chance, mais les dirigeants politiques hésitaient à admettre la défaite. Et donc, la guerre
s'est poursuivi jusqu'au 9 novembre et donc l'Arménie n'a pas eu le choix, n'avait pas d'autre choix que de signer l'accord qui lui a été imposé par les Russes, ce qui nous amène à la situation actuelle. Is better than war, but it comes at a high price. That will become... Cela vient vraiment en payant le lourd tribut. À court terme, au cours des mois à venir, l'Azerbaïdjan devra certainement subir les suites de tout cela. Cela comprend également beaucoup d'évolutions sur le terrain qui ne sont pas encore très claires. On ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Sur le plan psychologique, cela a été une grosse victoire pour l'Azerbaïdjan. L'ensemble du pays pense que tout ceci a été un moment de libération. Il y a eu un sens de soulagement parce qu'il y avait cette illustration de la défaite des années 90 et tout ceci a pu être effacé d'une certaine façon. Le président Aliyev n'a jamais été aussi populaire qu'il ne l'est maintenant. Il est considéré comme étant celui qui a eu cette vision pour mener à bien le processus. Donc ce que nous voyons, c'est qu'en fait, le président Aliyev, pour la première fois, depuis 2003, apparaît, sort de l'ombre et suit les traces de son père. Mais beaucoup de problèmes subsistent. L'économie doit être recentrée, réadaptée, et ces territoires que l'Azerbaïdjan a repris maintenant sont vraiment dans un état qui fera qu'il faudra réparer beaucoup de choses dans ce morceau de pays. Pour l'Arménie, cette défaite, au contraire, a commencé à être petit à petit digérée. Il y a une grosse différence, cependant, entre le genre de traumatisme de l'Arménie en 2020 et celui de l'Azerbaïdjan en 1994. Et donc, ceci est dû au fait que, tout d'abord, en Arménie, on ne voit pas d'exode en masse de réfugiés qu'on a pu voir en Azerbaïdjan en 1994 où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Donc il y a quelques réfugiés qui viennent de certaines zones autour du Haut-Karabakh, mais certainement pas dans les proportions qu'on ait pu voir en 1994. Pour l'Arménie, le problème est essentiellement psychologique parce qu'il y a deux types d'Arméniens. Il y a la République de l'Arménie, le pays qui existe, qui est membre des Nations Unies, mais il y a également l'Arménie, cette idée, cette vision qui est dans l'esprit de tous les Arméniens, même ceux qui ne vivent pas au Haut-Karabakh. C'est une idée très abstraite. Et la réconciliation entre ces deux volets, le pays et l'idée, est quelque chose qui se termine toujours dans la difficulté. Pour l'Arménie, la guerre a coûté beaucoup d'argent pour tous ceux qui étaient concernés, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir. Ça a ouvert la perspective de paix et de coopération régionale. Mais pour atteindre ces deux objectifs, il y a beaucoup de pain sur la planche. Avant que ça ne puisse se produire, l'accord du 9 novembre doit être mis dans un cadre international. Ceci voudrait dire que d'une résolution du Conseil de sécurité qui légitime cette force de maintien de la paix qui a été envoyée par la Russie sous quelques heures d'ailleurs. Et d'une part, bien entendu, ces soldats de maintien de la paix étaient nécessaires, mais personne ne s'attendait à ce que ces soldats de maintien de la paix soient déployés sans résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui était toujours pourtant prévu, si on devait avoir des soldats de maintien de la paix au Karabakh, c'était toujours par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis il y a eu d'autres questions ayant trait à cet accord et j'espère qu'on pourra revenir à cela ultérieurement, sous peu, dans une deuxième série de questions. Très bien, merci beaucoup, merci Denis.
Chers collègues, désolé, il y a un petit problème technique. Il semble qu'on ait perdu Amanda. Ma caméra semble ne plus marcher non plus. Donc, on essaie de régler le problème. Amanda, peut-être, pouvez-vous demander la parole à nouveau? Et je vais demander au docteur Neil Melvin également de demander la parole. Et ensuite, tout le monde sera sur l'écran à nouveau, j'espère. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien maintenant? Oui? Très bien. Désolée, donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je vais vous demander, Neil, de vous concentrer sur la Russie et sur la nouvelle situation autour du Haut-Karabakh. La Russie a été appelée gagnante dans la situation actuelle, mais quel est l'impact du côté de la Russie? Est-ce que la Russie a répondu avec vigilance et prudence à cette nouvelle situation? Est-ce qu'il a fallu un certain temps? Est-ce que la Russie a joué un jeu avant que le cessez-le-feu n'ait été négocié et qu'il déploie ses soldats de la paix? Ou est-ce que la Russie était un petit peu pris de court vu les changements d'approche de la Turquie vis-à-vis du conflit? Pourriez-vous peut-être ajouter certaines choses? Certains analystes ont dit que la Russie, son rôle dans le Sud-Caucase, avait chuté depuis plusieurs mois. Mais la situation actuelle ne semble pas refléter cette vision des choses. Ou est-ce que la Russie, peut-être, est un petit peu dépassée par les événements? Merci beaucoup, Amanda. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je voulais vérifier. Très bien, merci. Eh bien, merci pour ces questions. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de discussions concernant le rôle joué par la Russie dans ce conflit et quelle serait l'issue du processus. Dans mes remarques, je vais commencer par dire qu'il faut voir ce conflit dans un contexte plus large. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, dirais-je, le Sud-Caucase était plutôt perçu comme ayant deux options, soit l'intégration euro-atlantique et l'autre, les options d'intégration eurasienne menées par la Russie avec ses différentes institutions. Je crois que ce conflit a mis en exergue, c'est que l'espace post-soviétique a connu maintenant une nouvelle phase et ces deux options ne sont plus désormais les seules options. Les deux semblent avoir des insuffisances significatives. Et on se tournerait plutôt vers l'expérience occidentale dans notre discussion par la suite, mais au cours de la crise au Karabakh, les pays occidentaux ont été marginalisés dans une grande partie. Mais pour répondre à votre question, la Russie a dû lutter également dans ce conflit. Et la Russie, en effet, maintenant commence à faire face à la situation suivante, c'est-à-dire que l'espace post-soviétique, de plus en plus, est un espace multipolaire. La communauté euro-atlantique a fait des avancées remarquables au cours des décennies passées. La Chine a joué un rôle également important en Asie centrale. Et puis, ce qu'a montré le Karabakh, c'est que la Turquie maintenant est un acteur majeur, et pas simplement dans le Sud-Caucase, mais dans la région de la mer Noire au sens large. La Turquie fait avancer son programme vers la Géorgie, vers l'Azerbaïdjan, vers l'Arménie, mais également s'ouvre également vers l'Ukraine, fortement. Donc, il s'agit d'un choix stratégique auquel doit faire face la Russie, alors que ce conflit se déroulait et ce choix était de savoir est-ce que la Russie allait s'en tenir à ses anciennes positions d'équilibriste ou alors est-ce que l'accord de paix serait un accord que la Russie négocierait au bout du compte et façonnerait, y compris en mettant ses forces sur le terrain, qui leur permettrait d'être une force chef de file dans le Sud-Caucase. Et dans une certaine mesure, ça couperait la communauté occidentale. Il faut tenir compte bien sûr de la montée de la Turquie. Donc, à l'origine, la Russie a été un petit peu pris de court par tout cela et est restée en marge de tout cela. On a essayé d'organiser une initiative de cessez-le-feu. Et puis, il y a eu la France, les États-Unis qui ont un petit peu participé à d'autres initiatives et toutes celles-ci ont échoué. Et au cours de cette période, l'Azerbaïdjan a continué à gagner du terrain sur le plan militaire, comme Denis l'a souligné à juste titre, mais il y a eu également des réussites militaires du côté de l'Azerbaïdjan qui ont été fondamentales. Il y avait la relation politique avec la Turquie qui a peut-être changé toute la dynamique dans le Sud-Caucase.
et qui a affaibli les leviers pouvant être utilisés par la Russie. Donc la Russie a dû faire face à la perspective avec l'Arménie que l'Azerbaïdjan et la Turquie mèneraient l'ensemble du Haut-Karabakh. Et c'est pour ça qu'il y a eu un changement de la Russie. La Russie a donc abandonné sa position de départ dans ce conflit. Elle a renoncé à sa capacité de faire l'équilibre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est juste de ne pas appeler ces forces russes soldats de maintien de la paix. Elles sont déployées non pas pour maintenir l'opération de paix et même pas non plus comme force tampon. Ce sont des forces qui se sont déployées dans ce qui restait du Haut-Karabakh comme étant une force pour protéger la communauté arménienne sur le terrain. Donc, ils patrouillent au sein du Karabakh et pas à l'extérieur de son territoire. Et outre cela, l'Azerbaïdjan a toujours réclamé ce territoire. Il y a donc une négociation très difficile quant au rôle de la Turquie qui se fait jour dans le règlement du conflit, dans les mécanismes du cessez-le-feu en tout cas. Il y a beaucoup d'accents placés sur le plan technique pour savoir si la Turquie aurait le droit de patrouiller les lignes de cessez-le-feu, mais la réalité, c'est que c'est une question de deuxième ordre parce que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont leurs propres accords bilatéraux. Donc, ils peuvent déployer des forces militaires en Azerbaïdjan dans d'autres formats et établir des bases en Azerbaïdjan. Et si l'Azerbaïdjan est d'accord, bien sûr. Donc maintenant, on a la Russie qui change de position comme étant une force chef de file dans le Sud-Caucase. Donc c'est un pari. Ces forces ont été mises ainsi sur le terrain. La Russie les a mises lorsqu'il n'y a pas encore d'accord de paix, lorsqu'il n'y a pas de certitude quant au statut final du Haut-Karabakh. Et en effet, l'Azerbaïdjan avec la Turquie a joué toutes les cartes sur le plan militaire dans ce conflit, tous ses atouts. Et donc la Russie a pensé que la Turquie pouvait avoir ce couloir qui reliait l'Azerbaïdjan en passant par l'Arménie. Donc il y a beaucoup de cartes à jouer maintenant du côté russe. Et si les Russes ont peut-être réalisé ce qui a été leur objectif à long terme, le fait qu'ils aient réalisé ceci dans un contexte très difficile va changer la donne dans ce jeu d'équilibriste. On ne sait pas très bien ce que la Russie peut obtenir aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont prendre la responsabilité d'un conflit qu'ils pensent régler? Mais en fait, cette responsabilité réside ailleurs. Donc de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est que d'autres acteurs régionaux, tels que l'Iran, vont souhaiter s'exprimer plus fortement dans la région, puisqu'ils voient les mécanismes internationaux qui jouent de moins en moins leur rôle. Il s'agit donc d'une nouvelle géopolitique. Il y a un changement. On passe à une vision plus complexe et la Russie doit s'adapter, trouver de nouvelles modalités dans ce cadre particulier. Et je crois que nous voyons cela dans la façon dont la Russie a réagi au processus. Il n'y a pas eu de sens de victoire en Russie par rapport à cet acquis. Au cours des premières semaines, les autorités russes étaient sur la défensive. Il y a eu beaucoup de commentaires critiques dans la presse russe et la Russie a été forcée d'accepter un rôle beaucoup plus défini suite à ce conflit. Ces garanties de sécurité ne s'appliquent simplement qu'à l'Arménie. Il n'y a pas d'autres dimensions et Poutine l'a bien souligné d'ailleurs. On a accepté que l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan était la base d'un accord. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en la matière. La Russie s'est vraiment coupée du fait de jouer un rôle outre les périmètres de cette frontière. Donc la Russie semble vouloir refaçonner une nouvelle position autour de ce conflit. C'est la raison pour laquelle il est fondamental que les communautés occidentales tiennent compte de cette nouvelle situation, de cette nouvelle donne. Et bien sûr, le processus de Minsk en fait partie, mais ça ne suffira pas. Ça n'a pas été suffisant au cours des 30 dernières années. Ça a été marginalisé pratiquement au cours du conflit. Dans le cas de la France, je crois que la France a été discréditée en Azerbaïdjan, ce qui fait qu'il sera difficile de jouer le rôle de médiateur et de force neutre dans le conflit. Donc je crois que du côté de la communauté occidentale, il va falloir avoir une vision plus large. Le processus de Minsk doit être mis dans le contexte d'un effort géopolitique plus large, mené certainement peut-être par les États-Unis, sous le président élu, M. Biden, ainsi que nous l'espérons, puis les Européens se raccorderont à tout cela. Donc il y aura un engagement beaucoup de plus haut niveau que ce que nous avons vu au cours des années passées.
Désolé. On a perdu Amanda à nouveau. On va essayer de la ramener. On devrait l'avoir bientôt sur l'écran à nouveau. Voilà. Désolé. Je voulais simplement rester avec vous pendant quelques instants pour parler du rôle de la Turquie. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. La relation à long terme de la Turquie concernant l'Azerbaïdjan, eh bien, je vais en parler. La Turquie est perçue comme un héros dans le pays. Pour l'instant, il y a une influence militaire économique en Azerbaïdjan. La Turquie, qui aura peut-être des incidences à plus long terme, qu'elles soient négatives ou positives. Et en ce qui concerne la relation avec la Russie, on peut dire qu'il y a là des rivaux, mais il faut voir comment cette relation peut s'inscrire dans la durée. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, le rôle de la Turquie a été fondamental. Ça fait partie d'une stratégie plus large. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé mes remarques en disant qu'il faut voir cela dans un contexte plus large. Parce que ce que le cessez-le-feu, ce que l'accord du cessez-le-feu et le rôle de la Turquie qui ne fait que croître montre, c'est que le Sud-Caucase va faire partie d'un espèce de Moyen-Orient. Et c'est là peut-être qu'il y aura des incidences négatives sur l'Azerbaïdjan qui pourraient se faire jour. Parce que maintenant, le sort du Karabakh, au bout du compte, est lié également à la position de la Turquie en Syrie, à la position de la Turquie dans la partie est de la Méditerranée et peut-être la vision plus large de la Turquie quant à son rôle dans la région de la mer Noire. Donc, ce n'est pas une situation isolée. La Turquie élargit sa relation et bien entendu, même par rapport à l'accord concernant l'implication de la Turquie dans le cessez-le-feu, il s'agit d'un accord bilatéral entre la Russie et la Turquie qui a été négocié. Et bien sûr, son intégration avec l'Azerbaïdjan est telle que l'Azerbaïdjan n'a pas fait partie du processus. Donc il y a différents niveaux de relations qui sont apparus dans l'ensemble de la région. La relation Russie-Turquie est essentielle dans ce processus et les autres pays risquent d'assumer dans une certaine mesure un rôle de procuration dans ces contextes plus larges. Et bien sûr, ce qui se passera autour du Karabakh sera lié à des décisions quant à la relation de la Turquie et le Moyen-Orient au sens large. Donc ceci mérite toute notre attention d'un bout à l'autre du processus, mais ce que cela veut dire également, c'est que le sort de l'Azerbaïdjan est dans les mains également de relations personnelles entre les deux présidents, le président russe et le président turc. Et les sorts de ces deux pays et leurs relations au sens large. Donc je crois que ceci veut dire qu'il s'agit d'un cessez-le-feu, mais comme nous l'avons vu, le conflit n'est pas terminé, il va se poursuivre, il va évoluer sur le terrain et la relation Turquie-Russie va continuer d'évoluer sur le terrain autour de ce conflit. Il y aura des questions difficiles qu'il faudra se poser pour savoir quel sera le règlement final, à quoi il va ressembler, quels seront les intérêts en jeu et comment ceci a trait à ces questions stratégiques au sens large que j'ai soulevées précédemment. Eh bien, merci Neil. Je voudrais maintenant redonner la parole à un autre orateur pour savoir comment s'inscrit cet accord dans la relation OTAN-Union européenne. Je crois que du point de vue de l'OTAN, la réalité, c'est que cet accord a introduit une force russe supplémentaire dans le Sud-Caucase. Je crois que là, c'est quelque chose qui commence à être compris d'après... Je sais que le Conseil demain va en discuter demain lors de la ministérielle et ceci a des incidences pour la Géorgie. S'il y a eu une époque où la question de l'adhésion de la Géorgie au sein de l'OTAN devait être remise à l'ordre du jour, eh bien c'est bien maintenant. Si les Géorgiens peuvent rassembler leurs efforts et sortir de l'impasse, je crois qu'ils vont essayer de le faire, alors il sera nécessaire de commencer à examiner très sérieusement la question de l'adhésion de la Géorgie au sein de l'OTAN, parce que la dynamique, bien sûr, a changé dans la région.
complicated. Pour l'Union européenne, c'est un peu plus compliqué, car l'Union européenne aborde ce conflit sur une base différente qui n'a pas permis finalement à l'UE de s'engager dans cette situation. Il n'y a pas de stratégie claire de l'UE quant au Sud-Caucase. Il y a des éléments épars, mais pas de stratégie cohérente. Et en tout cas, pas une stratégie qui égalerait la stratégie qu'a l'UE pour les Balkans. La situation actuelle révèle cette faiblesse. Ce que nous avons vu à Bruxelles, ce n'était pas de l'inertie, mais plutôt une paralysie quant à ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Union avait les mains liées, n'avait pas la possibilité d'agir et de participer à une initiative politique pour mettre fin au conflit. Il y avait des déclarations, certaines assez étranges, mais rien sur le fond, rien de substantiel. Mais évidemment, le Sud-Caucase est une région importante pour l'Union européenne, cela est reconnu, mais l'UE ne sait pas très bien comment s'y prendre, comment s'engager dans cette région. Il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre pour l'ambiguïté. L'UE va devoir trancher et prendre des décisions difficiles pour définir son rôle. Et justement, l'UE a un rôle à jouer. Par exemple, cet accord du 10 novembre, le fait que ce n'est pas un accord de paix en soi, cette situation peut encore prendre toutes sortes de tournures. Il faudra voir comment va se dérouler la situation politique en Arménie notamment, car cela aura un impact. Cela déterminera pour voir si le gouvernement arménien et d'autres éléments de la société arménienne vont accepter la réalité de cet accord du 10 novembre, ou bien de voir si le gouvernement et les autres éléments vont commencer à remettre en cause l'accord, y compris par un recours aux armes. Ce n'est pas une possibilité à exclure totalement. C'est un danger qui existe. Donc la stabilité de l'Arménie est désormais quelque chose qui est importante pour tout le monde, y compris l'Azerbaïdjan. Et évidemment, la stabilité du Sud-Caucase est importante pour toutes les parties. Voilà pourquoi l'Union européenne doit maintenant prendre les devants et avoir un engagement sérieux avec la région sur le plan politique et économique. Il ne faut pas juste verser une aide humanitaire ou aide au développement. C'est quelque chose qui fonctionnait peut-être dans les années 90, mais cela ne fonctionnera plus. Donc il faudrait un véritable débat politique à l'Union européenne sur ces questions. Et j'espère que les collègues parlementaires des pays membres de l'UE vont militer en ce sens, car il faudrait que Bruxelles apporte quelques réponses. Je pense que nous avons à nouveau perdu Amanda. En tout cas, c'était la fin de la partie discussion modérée. Monsieur le Président, donc je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Et merci Amanda. Désolé de vous avoir perdu. Et si vous me permettez, je poserai la première question. Enfin, deux questions. Premièrement, pour Denis. Vous avez évoqué la paralysie de la réponse de l'Union européenne face au dernier conflit dans le Haut-Karabakh. Nous avons vu la même chose dans les années 90 en Serbie, en Bosnie, au Kosovo. Cela nécessitait une intervention et une aide apportée par l'autre côté de l'Atlantique, donc pas du côté européen. Donc la question que je vous pose, que devrait et que pourrait faire l'UE quant au Haut-Karabakh? Et puis j'aurai une deuxième question aux deux intervenants. Sur le long terme, comment est-ce que la Russie va réagir
à cette nouvelle posture turque dans ce dernier conflit, où on dit souvent que ce sont les drones turcs, les drones que la Turquie a fournis, qui finalement permettaient à l'Azerbaïdjan de remporter le conflit. Ce sont ces drones-là qui finalement ont coûté beaucoup de vies côté arménien. Donc sur le long terme, comment est-ce que la Russie va contrer cette poussée turque dans la chasse gardée russe? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Il est très important de comprendre, me semble-t-il, que la Turquie fait partie de la région du Sud-Caucase. La Turquie a eu un rôle depuis toujours dans cette région. Il y avait des moments où la Turquie était exclue de la région, notamment lors de l'époque soviétique, où les frontières étaient fermées, et juste après l'effondrement de l'Union soviétique lors du premier conflit au Karabakh. Les États-Unis avaient mis beaucoup de pression sur l'armée turque pour s'impliquer, mais les forces armées turques ont résisté à cette pression, car ce genre d'implication aurait eu des implications très sérieuses sur la Turquie. Mais la situation a changé depuis, et je crois que la Russie et la Turquie ont trouvé une manière d'entente, de gérer ces tensions et de sortir de l'impasse, et ce de manière très, très différente, évidemment. La Turquie reste un allié très apprécié au sein de l'OTAN, mais en même temps, il y a une certaine concurrence avec l'Occident pour toute une série de raisons, y compris du côté turc. Donc, il y a, disons, une sorte de terrain d'entente pour les actions communes, pour trouver des solutions et pour exclure d'autres parties. C'est une situation qui durera ou pas, sur le court terme ou long terme, mais en tout cas, c'est cela la réalité actuelle. S'agissant de l'Union européenne, comme Neil l'a dit il y a quelques instants, la situation actuelle dans le Haut-Karabakh est une situation où la Russie, de fait, a déclaré une sorte de protectorat. Le Haut-Karabakh devient une sorte de nouvelle Ossétie du Sud. C'est la même dynamique. Il y a des forces armées russes qui sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. L'Union européenne doit rester engagée dans le Sud-Caucase, doit avoir une position nuancée par rapport à ces trois pays, car ces trois pays sont différents, sont dans des situations différentes. Il faudrait donc une action nuancée vis-à-vis de ces trois pays différents. Mais en même temps, il faut une approche régionale et stratégique. Je pense que côté européen, nombreux sont ceux qui espèrent que la nouvelle administration américaine aura des initiatives, de nouvelles initiatives, non seulement sur le Sud-Caucase, mais sur la sécurité de façon générale. Il y a énormément de choses qui doivent être faites. Les différentes structures européennes censées gérer ce genre de situation de sécurité, comme l'OSCE par exemple, se trouvent elles aussi en crise. Et donc il est essentiel d'avoir une coopération transatlantique forte sur cette région à l'avenir. Pour rebondir sur les commentaires de Denis, et merci pour cette question, je suis grosso modo d'accord avec Denis. Pour la communauté transatlantique, il y a deux défis qui se posent en fait pour cette région. Premièrement, la Russie, et deuxièmement, la Turquie. Si l'on procède institution par institution, donc l'OTAN, Union européenne, etc., cela ne va pas fonctionner car il y a trop de clivage au sein de ces institutions quant à savoir comment agir face à ces pays. Donc il faudrait plutôt un consensus transatlantique pour gérer les défis de sécurité qui se posent. Pour ce faire, il faudrait, je pense, commencer par le fait
de faire en sorte que la Turquie se rapproche de l'Union européenne et de redynamiser la relation avec l'OTAN. Nous avons une situation à l'heure actuelle où un pays membre de l'OTAN est sur une sorte de ligne de cessez-le-feu très fragile avec la présence de soldats russes. Donc il est dans l'intérêt de l'OTAN de clarifier cette relation, cette situation et avoir une relation plus forte avec la Turquie. D'ailleurs, cette question dépasse la région du Sud-Caucase, car il y a d'autres pays ex-soviétiques qui examinent la situation dans le Haut-Karabakh. Ils voient comment les conflits peuvent être dégelés à leur avantage. L'Ukraine, par exemple, songe à l'achat de technologies de drones turcs et tire les conséquences de la situation. Il y aura donc, je crois, une nouvelle dynamique autour de d'autres conflits gelés suite à la situation au Karabakh. Donc, il faudrait replacer cela dans un cadre multinational. Car si ce sont les puissances externes qui dictent la situation sur le terrain, ce sera aux dépens des pays occidentaux. Je suis d'accord avec Denis. Le cadre stratégique pour cet engagement devra venir en fait des États-Unis. Je pense que les Européens ne sont pas en mesure de dessiner leur propre approche dans cette région car il y aurait trop de désaccords quant à la Russie et la Turquie. Donc il faudrait un débat plus large, un débat cohérent pour se positionner dans cette région. Merci beaucoup. Je souhaite donner la parole à notre première intervenante, notre vice-présidente Mimi Kadeli de l'Albanie. Vous avez la parole. Bonjour à tous. J'avais prévu de poser une question, mais je pense que Neil a déjà été tout à fait limpide. En fait, il a répondu par avance à ma question, mais je vais tout de même la poser. Pensez-vous que les différences finalement qui existent au sein de l'OTAN et au sein de l'UE, c'est cela qui explique ce manque de capacité d'agir plutôt que dire que ça est dû à la Russie. Alors vous dites que la réponse se trouve du côté des États-Unis, ce qui a été le cas pour l'ex-Yougoslavie, les Balkans occidentaux, alors que les autres étaient aux abonnés absents à l'époque. Pensez-vous donc qu'il faut des approches plus rapprochées entre nous, ou faut-il une approche plus stratégique pour surmonter les divergences d'opinion qui existent entre nous afin de trouver une solution commune, plutôt que de... Alors que du côté russe, les choses sont centralisées et uniques. C'est un homme qui se lève le matin et décide ce que son pays va faire, que ce soit au Karabakh ou ailleurs. Merci. Neil, Denis? En ce qui concerne l'Union européenne, il est clair que le processus décisionnel de l'Union européenne est très lourd. C'est déjà discuté dans le cadre des ambitions de l'UE pour qu'elle soit plus stratégique dans son approche et pour qu'elle puisse endosser des responsabilités qui lui incombent afin de relever les objectifs de l'UE et les États membres. Mais il y a les divergences entre les États membres, la règle du consensus, tout cela complique la situation.
Effectivement, cela fait partie de la situation et cela explique la lenteur de l'Union européenne. Mais il y a aussi la question de trouver un consensus pour une stratégie pour la région. Cette stratégie doit comporter une perspective d'adhésion pour la Géorgie, même si c'est une possibilité lointaine, etc., etc. Il ne faut pas juste une stratégie pour le Haut-Karabakh, il faut une stratégie pour la région tout entière et de voir comment traiter de ces questions de sécurité européenne de façon générale. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Denis, mais j'apporterai quelques commentaires. Je pense que l'Union européenne pourrait jouer un rôle, l'OTAN aussi d'ailleurs. C'est l'un des principaux résultats de ce conflit. L'Arménie se trouve très isolée. Elle pense que le seul pays à pouvoir le protéger, c'est la Russie. Ces hantises historiques vis-à-vis de la Turquie semblent se concrétiser. Elles se sentent encerclées par la Turquie. Elle estime qu'elle n'a pas d'autre parrain. Et puis, il y a des questions qui se posent par rapport à l'ouverture démocratique qui s'est fait sentir en Arménie il y a quelques années. Donc, lorsque nous abordons la situation, il faudrait redynamiser nos contacts avec l'Arménie pour que l'Arménie ait l'impression qu'elle peut nous parler sans passer par Moscou. C'est un risque, d'ailleurs. L'Arménie pourrait se retrouver dans une position de supplétif de Moscou. Donc il faut une diplomatie renforcée, une ouverture renforcée avec l'Arménie. Et pour ce faire, nous pouvons justement utiliser l'Union européenne en tant que partie externe, partie de confiance, qui puisse appuyer le dialogue entre les deux pays. Alors que l'OTAN, les États-Unis et les pays européens, eux, peuvent élaborer une stratégie de sécurité plus robuste pour la région. Ahmed Yildiz de la Turquie. Merci, Monsieur le Président Connolly. Je vous félicite d'ailleurs de votre élection en tant que président de l'Assemblée. Chers collègues, mes propos feront suite aux propos du président Connolly et notre collègue albanaise, vu mon expérience dans cette question. Aux années 90, j'étais consul de Turquie à Houston. Toutes ces questions étaient d'une actualité brûlante à l'époque. À l'époque, je pense que l'Arménie pouvait être traitée comme la Serbie, suite à ce qu'elle a fait au Kosovo, ou traitée comme l'Irak par rapport à ce que l'Irak a fait au Koweït. Mais cela n'a pas pu se faire à cause de la Russie à l'époque. La communauté internationale à l'époque, notamment la Turquie et les États-Unis, cela ne vaut pas pour l'Europe. Les États-Unis et la Turquie ont beaucoup fait pour essayer de libérer ces pays nouvellement indépendants de l'influence soviétique. La question à l'époque qui se posait, c'était l'oléoduc, le gazoduc à travers les Caucases. Malheureusement, à l'époque, les seuls pays qui appuyaient cette idée, c'était les États-Unis et la Turquie. L'Europe n'a rien fait. En fait, à l'époque, l'Europe s'opposait à ces projets de gazoduc et oléoduc. Mais enfin, avec les États-Unis et d'autres pays, nous avons réussi à concrétiser ce projet. 30 ans plus tard, nous voyons que l'Arménie n'a pas saisi des opportunités. Malheureusement,
l'Arménie a demandé des actions unilatérales. Et nous voici maintenant, malheureusement, la Russie est intervenue et a accru son influence, mais c'est en raison de notre incohérence. Nous n'avons rien fait pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Et en partie également, dans la région, nous avons parlé à de nombreuses reprises au premier ministre de l'Arménie qui était présent à un certain nombre de réunions. Et c'était en partie en raison de l'influence de la diaspora arménienne dans les pays occidentaux qui ont empêché le gouvernement arménien de parvenir à un accord de paix. Alors, la question que j'aimerais poser aux panélistes est la suivante. À partir de maintenant, y a-t-il des possibilités de paix? Est-ce que le gouvernement arménien estime qu'il s'est libéré de ces éléments radicaux dans la diaspora et qu'il pourra conclure un accord de paix avec l'Azerbaïdjan? Merci, Ahmed. Aimeriez-vous répondre, réagir? Denis? Eh bien, je pense que la situation que nous avons maintenant, oui, pourrait créer un certain nombre de possibilités parce que l'accord du 10 novembre parle de l'ouverture de couloirs de corridors de transport et de communication. Cela a été un des problèmes au cours des 20 dernières années. Les communications n'étaient pas possibles. La frontière entre la Turquie et l'Arménie était fermée, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie également, entre la Géorgie et la Russie, c'était également fermé parfois. Et donc, il y avait toutes ces complications politiques qui ont entravé le commerce, les liaisons, les bonnes relations entre les peuples et les pays. Et donc, il existe une possibilité que le nouvel accord entraîne l'accroissement des activités dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Les dispositions de cet accord doivent être vues dans un contexte international, que ce soit dans le contexte d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ou dans un autre format, peut-être l'OSCE. Le groupe de Minsk qui existe, mais bon, l'impression qu'on a maintenant, c'est que le processus ne fonctionne pas et donc il faut remédier à ce problème avant d'aller plus loin. Mais je pense qu'il y a là il y a une possibilité pour faire avancer les choses en termes de dialogue, en termes pour ce qui est de l'ouverture des communications. Merci. Neil, est-ce que vous souhaitez intervenir également? Oui, je pense que pour répondre à la question, l'Arménie, il y a deux raisons principales pour lesquelles, du point de vue du côté de l'Arménie, il n'y a pas eu d'avancée au cours des 20 dernières années. C'est d'abord parce qu'elle estimait que c'est elle qui avait raison. Elle avait gagné la guerre. Il y avait des soldats sur le terrain. Mais deuxièmement, elle n'a jamais estimé qu'il y avait une option sur la table qui assurait la sécurité de la communauté arménienne au Karabakh et des intérêts arméniens plus largement. Donc, il me semble que maintenant, il incombe à la communauté internationale, mais en particulier à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, que la transition ou le retour des territoires occupés par l'Azerbaïdjan doit être fait de façon à respecter la communauté arménienne, le patrimoine culturel arménien. Et ensuite, il faut en arriver à une solution
viable pour l'autonomie du Haut-Karabakh qui pourra persuader les Arméniens, et en particulier les Arméniens qui habitent au Haut-Karabakh, qu'ils ont un avenir dans ce territoire si on veut que l'Azerbaïdjan ait un rôle plus important à jouer dans la gouvernance de ces territoires qui restent sous contrôle arménien. Donc, pour moi, c'est ça un peu la situation. Alors, l'accord de cessez-le-feu ne donne aucune indication concernant ces éléments, mais je pense que maintenant, il incombe à la Russie de ne pas simplement être un observateur au cours des 5 prochaines années et d'utiliser les forces qu'elle a disposées sur le terrain pour en arriver à une solution diplomatique concernant l'autonomie, le statut d'autonomie qui garantirait également le droit de retour des Azéris, mais également le droit à la protection des Arméniens qui vivent sur ces territoires. Donc, je pense que c'est là où il me semble qu'on doit faire concentrer nos efforts parce que dans les réseaux sociaux actuellement, il y a des images très troublantes concernant ce qui se passe lorsque les territoires anciennement occupés reviennent sous contrôle azéri. Et il y a beaucoup de questions sans réponse également concernant ce que les Arméniens font lorsqu'ils quittent ces territoires. Donc, là, on est à un moment charnière. Il faudrait vraiment continuer à rester attentif concernant l'évolution de la situation. Merci. J'aimerais également ajouter que si je me base sur l'histoire et les exodes massifs d'Arméniens du territoire en question, je pense que ce sera une proposition très difficile pour faire en sorte que les deux parties puissent se remettre à vivre côte à côte en paix. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Andrea Vargadan, de la Hongrie. Andrej. Bonjour à tous et félicitations au nouveau président également. J'espère que j'offre tous mes vœux de réussite pour l'avenir à tout le monde. Alors, est-ce que le coronavirus dans ces pays, est-ce que c'est uniquement une question, est-ce que je peux vous poser une question sur le coronavirus plutôt, ou est-ce qu'on peut uniquement poser des questions politiques? Parce que à la lumière des taux de mortalité en Arménie et en Azerbaïdjan, et des taux d'infection également, en Azerbaïdjan, il y a 131 personnes qui sont mortes par million d'habitants, 316 par million d'habitants en Géorgie et 700 décès par million d'habitants en Arménie. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a le taux de mortalité 5 fois plus élevé qu'en Arménie qu'en Azerbaïdjan, par exemple, et plus de 2 fois également le taux de mortalité en Géorgie. Alors, avez-vous une explication? Est-ce qu'il y a des différences dans les systèmes, dans les réseaux médicaux ou est-ce que dans la façon dont les infections se sont propagées? Et est-ce que la guerre a créé des difficultés dans les systèmes de santé au Caucase? Et alors, comment expliquez-vous ces différences concernant la situation du virus dans ces pays? Merci. Neil ou Denis? Oui, je vais tenter de répondre. D'abord, j'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que la Géorgie a adopté une approche très différente au début. Elle a adopté un confinement très strict et cela a donné de bons résultats, mais bon, ce n'était pas possible de continuer parce que ça a créé d'énormes difficultés économiques. Je dirais que la différence entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est également liée d'une certaine façon à la démographie. L'Azerbaïdjan a une population beaucoup plus jeune que les deux autres pays et donc cela a pu avoir un impact sur le nombre de décès. Mais
pour vous donner une idée de la situation en matière de coronavirus, dans la région, les trois pays ensemble, il y a environ 400 000 cas qui ont été signalés depuis le début de l'année et près de 5 000 personnes sont décédées. Donc, il y a à peu près autant de personnes qui sont décédées du coronavirus que lors de la guerre au Karabakh. Alors, ce sont des chiffres qui font réfléchir. Les trois pays ont toujours des défis importants à relever dans ce domaine parce que les services médicaux ne sont pas aussi développés qu'ils devraient l'être dans certains pays. Bon, c'est mieux que d'autres, mais cela a montré également les faiblesses. Cela a révélé les faiblesses dans ce domaine et je pense que les gouvernements devront s'attaquer à ces lacunes. Maintenant, comme dans toutes les autres parties du monde, l'espoir, c'est que le vaccin arrive à temps dans les 2 ou 3 prochains mois, qu'on puisse en revenir à une situation plus normale. Et j'insiste encore une fois, sur le plan économique, cette crise a été extrêmement coûteuse pour ces pays et a même exacerbé certains problèmes qui existaient déjà depuis un certain temps. Merci. Alors, simplement pour vous prévenir, il est 10h11 à Washington et nous avons prévu de finir à 10h30, qui nous donne, ou à 11h30, donc ce qui nous donne 90 minutes. Alors, je donne la parole maintenant à Yann Guébarian de l'Arménie. Merci d'avoir organisé cette activité. Et cette question est très importante. C'est important d'en débattre. Vous avez raison lorsque vous dites que la situation au Caucase du Sud a évolué de façon dramatique. Cette région du monde était beaucoup plus sûre jusqu'à il y a 2 mois. Et la Turquie a joué un rôle important dans ce conflit. La Turquie a fait venir des conseillers en Azerbaïdjan, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la question des terroristes, des combattants étrangers. Nous avons vu, et donc il faut que l'Union européenne se penche sur cette question. Ça fait en sorte que la région est très instable, très peu sûre. Actuellement, il y a plus de terroristes qui viennent en Azerbaïdjan et dans la région, près du Haut-Karabakh. Et donc, c'est un problème de sécurité, non seulement pour la région, mais également pour l'Europe. Pour ce qui est de la réconciliation entre l'Arménie et la Turquie, ce n'est pas vrai. L'Arménie a signé un accord de rapprochement avec la Turquie en 2008, mais l'accord n'a pas été ratifié par le Parlement turc à ce jour, n'a pas encore été ratifié. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire pression pour que cet accord soit ratifié pour normaliser les relations entre l'Arménie et la Turquie, pour que les relations s'améliorent et qu'on puisse ouvrir la frontière, par exemple. J'aimerais demander à nos amis de l'Union européenne de traiter de ce problème de combattants terroristes étrangers. Merci, Victor. Dennis ou Neil? Oui, Neil, allez-y. Oui, rapidement. Je pense que cette question des signalements de combattants étrangers qui se rendent au Caucase du Sud, ça montre bien les dangers des conflits au Caucase du Sud et au Proche-Orient. Je pense que c'est pour cela que je disais que pour la communauté transatlantique, un élément essentiel dans les efforts de restabilisation du Caucase doivent comprendre un dialogue avec la Turquie sur la façon dont on peut ensemble en arriver à des engagements plus
qui assurerait la stabilité et en tout cas très certainement garantir qu'il n'y a pas de terroristes qui se déplacent d'une région à l'autre. Et donc, nous devons vraiment nous concentrer sur la reprise du contact avec la Turquie et pour redynamiser le processus. Je pense que bon, il y a des allégations concernant des combattants terroristes, mais la Turquie a accru sa présence dans la région. Mais au cours des 20 dernières années, il y a eu une montée en puissance très importante des forces militaires dans le Caucase du Sud, que ce soit en Géorgie, en Azerbaïdjan ou en Arménie, où l'Arménie a acheté beaucoup d'armes. Alors, toutes ces questions de sécurité doivent être remises dans un contexte plus large. Et je suis d'accord avec Denis pour dire que les Européens doivent également voir comment l'OSCE pourrait redynamiser l'aspect maîtrise des armements, également rétablir des relations entre les militaires qui se sont vraiment détériorées au cours des années. Parce qu'il y a de nombreux acteurs, des acteurs diplomatiques, politiques, mais également militaires qui devront intervenir pour résoudre cette crise. Denis? Oui, très rapidement, en particulier sur la question de la normalisation des relations avec l'Arménie et la Turquie. Je pense que, oui, il faudrait se fixer cela comme objectif. Je pense qu'un certain nombre de questions qui représentaient un obstacle, qui étaient des écueils, en fait, depuis 2008, se sont maintenant résolues d'elles-mêmes. Ouais, c'est peut-être un peu... ou en tout cas, il y a peut-être des nuances qui ont été apportées. Donc, peut-être que ce serait possible de ramener cette question à l'ordre du jour. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est important de comprendre que c'est dans l'intérêt de tous que l'Arménie soit prospère. Pour ce qui est de la question des combattants djihadistes, bon, il y a des signalements fiables à l'effet que certains terroristes, oui, ont été déplacés dans la zone des deux côtés. Mais j'aimerais préciser une chose toutefois. Il est très important pour nos collègues arméniens de bien comprendre que ce qui s'est passé n'était pas ça n'a pas été causé par ces mercenaires. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et également, c'était en partie le résultat des investissements azéris dans le secteur de la défense, dans les forces militaires au cours des dernières années, des 20 dernières années. Et donc, tout ça se préparait depuis un bon moment déjà. Et donc, il est important d'examiner cette question des combattants étrangers, mais de la remettre dans son contexte pour ne pas sortir tout cela de son contexte et ce qui ne nous aiderait pas à comprendre. L'Azerbaïdjan? Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Monsieur le Président, félicitations tout d'abord à vous pour votre élection en qualité de président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Chers conférenciers, chers amis, un collègue arménien évoquait la question des terroristes. Bon, tout d'abord, il faut se baser sur des faits, sur des documents. Lorsque la guerre se déroulait, le président de la France a appelé notre président et disait ceci: vous savez, nous avons reçu des informations concernant ces terroristes et notre président a dit, bon, très bien, mais donnez-nous des preuves. Avez-vous des preuves? Et il n'y a pas un seul terroriste qui a été déplacé vers le territoire de l'Azerbaïdjan. Alors qu'au contraire, nous savons que l'Arménie a attiré du Liban, de la Grèce, de l'Irak,
l'Arménie a fait venir des terroristes, qu'ils soient d'origine arménienne ou pas. Nous avons des documents à cet effet et nous avons transmis aux institutions compétentes. Deuxièmement, chers amis, je voudrais que les intervenants nous parlent de la légalité internationale, du sens juridique qu'on peut donner à ce conflit. Nous savons tous que le Conseil de sécurité des Nations Unies a 4 résolutions sur ce volet. On parle donc de territoire azerbaïdjanais. On restitue nos territoires et qu'on va continuer à le faire parce que sur le plan juridique et historique, ce sont des territoires azéris. C'est de cela dont nous devons parler. Alors, accuser la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan, la Turquie nous a aidés moralement et politiquement. Dans le sens politique, la Turquie est un pays amical pour nous. La Turquie appuie le territoire de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est le territoire reconnu par le droit international. Et également, la Turquie est membre du groupe de Minsk au sein de l'OSCE. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont appuyé le droit international sont des ennemis de l'Arménie? Est-ce que c'est ainsi qu'on doit s'exprimer? Je crois qu'il faut bien situer la situation. Je vais vous donner quelques exemples dans ce sens où, au cours de la guerre, l'Arménie a utilisé des missiles, des bombes contre des civils, j'insiste. Et l'Arménie a violé de manière agressive toutes les règles de la guerre, y compris le droit humanitaire. Les citoyens dans nos villes ont connu des bombardements. Et des femmes, des enfants ont ainsi été tués. Plus de 400 civils ont été blessés, plus de 4000 blocs d'appartements ont été détruits. Il y a eu des districts complètement détruits, ils ont brûlé toutes les forêts. Alors comment interpréter tout cela? Ce sont des maisons construites par les Azeris. Ils s'étaient implantés là, légalement. C'est un crime de guerre militaire. En ce qui concerne maintenant les terroristes, ces transferts vers l'Arménie, il y a des preuves qui montrent que le fait que l'Arménie n'ait pas signé la Convention de 1979 montre bien qu'il y a eu des militants transférés dans les zones de guerre et ceci est interdit jusqu'à ce jour. L'Arménie n'a toujours pas signé cette convention. Pourquoi? Alors que l'Azerbaïdjan a signé, elle, cette convention. Nous l'avons signée, nous avons rejoint la convention et même Gasparian Asgarov malheureusement, l'interprète n'entend plus l'intervenant en anglais. Alors, laissez-moi terminer. Gaspari, il nous reste 7 minutes. Si vous avez une question à poser, 1 minute. En ce qui concerne maintenant l'Union européenne a signé un document pour la résolution. Le Conseil de l'Europe, outre les 4 résolutions des Nations Unies, il y a eu la conférence islamique et les pays non alignés, les mouvements non alignés, qui comprennent 120 pays. Il y a eu des documents donc, qui ont été adoptés selon lesquels le territoire de l'Azerbaïdjan était occupé, 20% du territoire était occupé. Et je vous demande où était alors l'Union européenne? Nous avons 1 million de civils
qui ont dû quitter leur territoire. Personne n'y a réfléchi, n'y a pensé pendant les 30 années où on s'exprimait, où on disait « discutons-en de manière pacifique » et puis tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, on s'est souvenu de ce qui s'était passé. Le président de France, M. Macron, a dit que oui, c'était le territoire des Azerbaïdjan en vertu de la loi. Merci pour votre exposé, monsieur. Il nous reste 5 minutes, nous devons avancer. Et la dernière personne que je vais faire intervenir, c'est Lord Anderson. Lord Anderson, pourriez-vous peut-être Nous savons qu'il y a une nouvelle réalité. Est-ce que les intervenants pensent qu'elle va durer ou que les deux parties vont accepter ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont essayer de regagner du territoire? Merci. Ensuite, Neil et Dennis. Merci beaucoup, Lord Anderson, pour cette question. Ce que nous savons, en ce qui concerne ce genre de conflit dans les États post-soviétiques, c'est que ce ne sont pas des conflits réglés. Ils vont continuer d'évoluer. C'est le gros risque, en effet. Il y a un cessez-le-feu, bien sûr, mais pas d'accord de paix définitif. Et la grosse question qui se pose, qui a été mise en exergue dans notre débat, question qui n'a pas trouvé réponse encore, et là, je soulignerai également, pour répondre à la question précédente, c'est que l'intégrité territoriale de l'État recouvre tous les aspects de la question. En partie, cela a été réglé par le conflit lui-même, puisqu'il y a eu le retour la restitution des territoires. Et puis, il y a également le couloir entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, et l'Azerbaïdjan semble l'avoir accepté. Et ce sont des éléments essentiels des prétendus accords de Madrid. Mais ce qu'on n'a pas maintenant, c'est la question du statut final du Haut-Karabakh et la question de savoir comment les Arméniens du Haut-Karabakh seront protégés, comment ces Azéris également, qui ont été déplacés en 1994, pourront revenir vers ce qui reste du Karabakh. Donc maintenant, il appartient à l'Azerbaïdjan de fixer comment ils vont procéder, comment ils vont rassurer les communautés concernées. Ce que nous avons vu au cours des mois passés, bien sûr, c'est le tribut payé parce qu'on n'a pas poursuivi une solution politique, mais on a adopté une solution militaire. Alors, il y a des terroristes maintenant, des deux parties, des deux côtés. Il y a des milliers de victimes, des centaines de milliers même de victimes. Et bien sûr, tout ceci n'a pas fait que les relations se sont améliorées. Une partie aurait gagné, une partie aurait perdu. Il y a beaucoup d'amertume qui s'ancre de plus en plus dans la région et qui ne sera pas surmontée par des actions militaires supplémentaires. Donc la stabilité à long terme, la paix dans le Sud-Caucase vont nécessiter une réaffirmation de la politique et de la diplomatie autour du conflit. Il y a 5 ans, c'est le mandat des forces russes sur le terrain dont on dispose, et une fois que ceci se terminera, il y aura une période très risquée. Il faudra voir ce qui va se passer à ce moment-là. Donc je crois que maintenant, on doit essayer de trouver des solutions pacifiques, ne plus parler de guerre, et j'espère qu'on pourra redialoguer du côté transatlantique parce que notre voix doit être entendue également dans cette conversation. Je vais peut-être ajouter une remarque à ce propos. Ce que nous avons, c'est la paix de Poutine. Les soldats de la paix russes semblent être optimistes en pensant qu'après 5 années, le mandat aura expiré et qu'ils vont quitter le terrain. L'expérience du maintien de la paix russe dans l'ancienne Union soviétique ne montre pas que les Russes quittent le terrain une fois que leur mandat expire. Ils trouvent toujours des raisons, également une façon de dire qu'ils doivent rester.
Et c'est la raison pour laquelle cette opération de maintien de la paix, si elle doit être une opération de maintien de la paix, vraiment, doit être bien organisée sous un mandat international, même si ce sont des forces russes entièrement dont il s'agira, mais au moins le cadre doit être appuyé par la communauté internationale. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à 10h30 à Washington. Le moment est venu de dire que nous avons eu une discussion très solide, animée. J'aurais voulu avoir plus de temps afin que tout le monde puisse faire entendre sa voix. Désolée pour ceux qui ont dû attendre, mais on n'a pas pu tout faire. Il y a là des questions très complexes. Il y a un cessez-le-feu assez maladroit avec des troupes de maintien de la paix russe et l'implication d'un membre de l'OTAN dans ce conflit. Alors, je sais que les sentiments sont très animés. Le conflit au Haut-Karabakh a été un conflit qui a été débattu dans chaque réunion au cours des 9 années passées. Donc, j'aurais voulu vous donner un espoir en disant que ça allait changer et qu'il y aurait un avenir imminent. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette discussion a provoqué des réflexions quant au rôle, aux intérêts, et il faudra surmonter des défis en tant qu'alliance transatlantique pendant plusieurs années. Je voudrais remercier tout un chacun. Amanda, je crois qu'on vous a perdu à nouveau. Neil, Denis, merci beaucoup pour vos réponses très instructives. On remercie les secrétaires et on remercie tous les participants qui ont bien voulu se raccorder à ce webinaire virtuel. Et on remercie également le programme Rose-Ross qui essaie de promouvoir ce genre de discussion animée et passionnante. Voilà, la séance est levée. Merci à tous.